And I was like, oh, what the hell? I ran to like the kitchen. On top of the refrigerator was a knife. And I just killed them. And he's talking like he killed these people like it was nothing. I mean, like absolutely nothing. It's incredible. He's a violent person. He's never going to go away. That's in his DNA. He's never going to change. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'un adolescent assis dans une salle d'interrogatoire de Rhode Island. Sa mère pleure à côté de lui pendant qu'il est en train de décrire comment il a massacré une mère et ses 2 filles dans leur propre maison. Il décrit tout, la fenêtre par laquelle il est entré, le jus d'orange qu'il a bu dans leur frigo avant de les tuer, les couteaux qui se brisaient les uns après les autres tellement il frappait fort, et à un moment il imite même le dernier râle des fillettes. Lui, il continue, et quelques heures plus tard, il avoue un autre meurtre, celui d'une voisine poignardée 58 fois, 2 ans plus tôt, alors qu'il n'avait que 13 ans. Et s'il avoue calmement, c'est qu'il sait parfaitement que, parce qu'il est mineur, la justice ne peut rien contre lui. Dans ce nouvel épisode de HVI, je vous raconte l'affaire de Craig Price, le plus jeune tueur en série américain. Générique. Retrouvez dès aujourd'hui vos épisodes préférés de HVI en format podcast. Avant d'attaquer, laissez-moi vous raconter vite fait l'histoire de Micheline. Micheline, elle a 52 ans, c'est une femme d'affaires dynamique qui voyage énormément pour son travail, entre 2 réunions à Paris, un séminaire à Bruxelles ou une conférence à Berlin. Elle passe sa vie dans les aéroports, les hôtels et les cafés. Et comme beaucoup de gens, Micheline, elle pense être protégée quand elle navigue sur Internet parce qu'elle fait très attention. Elle active toujours le mode navigation privée avant de consulter ses mails professionnels ou de vérifier ses comptes bancaires depuis un réseau Wi-Fi public. Sauf que voilà, le mode de navigation privée, ça ne protège à rien du tout, ça cache juste l'historique de navigation aux autres utilisateurs de son appareil, c'est tout. Et pendant ce temps-là, son fournisseur d'accès Internet, l'administrateur du réseau Wi-Fi et surtout n'importe quel hacker, même débutant, peuvent voir exactement ce que Micheline fait. Mais ça, elle ne le sait pas. Alors un matin, installée dans un café parisien, elle se connecte tranquillement au Wi-Fi gratuit, active son mode navigation privée, et elle commence à travailler. Mais ce qu'elle ne sait pas non plus, c'est qu'à 3 tables de là, il y a Michel. Michel, c'est un hacker. Et quand il voit Micheline se connecter au même réseau Wi-Fi que lui, sans aucune protection, il se régale. En quelques minutes à peine, il intercepte ses identifiants de connexion, récupère des informations sensibles et accède à ses comptes bancaires sans que Micheline ne se rende compte de quoi que ce soit. Ça n'est que 2 jours plus tard, quand elle reçoit des notifications bancaires suspectes, qu'elle réalise qu'il s'est passé quelque chose. Paniquée, elle contacte sa banque, fait opposition sur sa carte, change tous ses mots de passe et surtout, elle se renseigne. C'est là qu'elle découvre CyberGhost VPN. Elle apprend qu'un VPN, ça crée un tunnel sécurisé entre son appareil et Internet, rendant toutes ces données complètement illisibles pour quiconque essaierait de les intercepter. Elle découvre aussi que CyberGhost VPN est utilisé par plus de 38 millions de personnes dans le monde, qu'ils ont des serveurs dans plus de 100 pays et surtout qu'ils ont une politique très stricte de non-conservation des données. Micheline télécharge donc l'application et en quelques clics seulement, elle est protégée. En plus, un seul abonnement lui permet de sécuriser jusqu'à 7 appareils simultanément, son téléphone, son ordinateur, sa tablette, bref, tous ses outils de travail. Alors aujourd'hui, que ce soit dans un café à Prague, un hôtel à Madrid ou encore un aéroport à Amsterdam, Micheline se connecte systématiquement via CyberGhost VPN. Et Michel, lui, Michel, il est dégoûté, parce qu'il a beau essayer, toutes les données de Micheline sont désormais cryptées. Si vous voulez faire comme Micheline et enfin vous protéger correctement, je vous ai négocié une offre exclusive, 2,03€ par mois seulement, soit 83 de réduction et 4 mois offerts. Je vous laisse le lien en description. Et vous pouvez le tester sans risque parce que vous avez 45 jours pour vous faire rembourser si jamais ça ne vous convient pas. Alors ne faites pas la même erreur que Micheline, protégez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, retour à l'affaire du jour. Buttonwood, c'est un petit quartier résidentiel tranquille en bord de mer à Warwick, Rhode Island, avec des maisons de plein pied alignées le long de rues calmes avec leurs pelouses, leurs drapeaux américains sur le porche et leurs pick-up garés dans l'allée. Le genre d'endroit où les voisins se connaissent tous par leur prénom, où les gamins jouent dehors jusqu'à la tombée de la nuit et où personne ne ferme sa porte à clé parce qu'il ne se passe jamais rien. La famille Price vit dans ce quartier et plus précisément au 76 Inez Avenue.
John Price est manager chez Pepsi Cola à Cranston. Shirley cumule 2 emplois et ensemble ils élèvent leurs enfants dans un quartier où ils sont l'une des seules familles noires. À l'époque, la population afro-américaine de Warwick représente moins de 1% des habitants. Leur fils, Craig, est un adolescent de 13 ans massif, presque 1,80 m pour plus de 100 kg. Il joue au football américain au collège de Warwick. Ses voisins le décrivent comme un gamin jovial, ses entraîneurs le trouvent fiable, et quand on croise Craig Price dans la rue, on voit un gamin souriant qui dit toujours bonjour poliment. Les gens lui ont même donné un petit surnom affectueux, Iron Man. Sauf que Craig, il a aussi un casier depuis ses 12 ans, vol, consommation de drogue et cambriolage. Il fait partie d'un petit groupe d'ados qui s'introduisent régulièrement dans les maisons de Buttonwoods quand les propriétaires sont absents. La réponse du système ? 6 mois de suivi familial, quelques séances chez un psychologue, et puis on passe à autre chose. Et malgré ses déboires, Craig reste, aux yeux de tous, ce gentil géant, toujours poli et toujours souriant. Mais un jour, quelque chose de beaucoup plus grave qu'un cambriolage se déroule à Buttonwoods. Le 27 juillet 1987, Rebecca Spencer, 27 ans, mère de 2 enfants et récemment divorcée, est poignardée à mort dans sa maison du 60 Inez Avenue, à 2 maisons seulement de chez les Price. Rebecca était en train de préparer son déménagement, elle voulait quitter Buttonwoods, offrir un nouveau départ à ses enfants, qui ce soir-là étaient chez leur père, et sa maison était déjà quasiment vide quand c'est arrivé. D'ailleurs, l'arme du crime est un de ses couteaux de cuisine qu'elle utilisait pour faire les cartons. En tout, elle a reçu 58 coups de couteau. C'est son frère Carl Batté qui la retrouve en rentrant du travail dans la nuit, gisant dans une mare de sang sur le sol du salon. After working an overnight shift as a security guard, Carl Batty came home to find his 27-year-old sister, lifeless, stabbed 58 times. La police de Warwick ouvre une enquête, ratisse le quartier, interroge les voisins et un détail aurait pu tout changer. Quelques semaines avant le meurtre, un voisin avait appelé la police pour signaler un homme noir qui rôdait dans les buissons devant la fenêtre de Rebecca, mais aucune suite n'avait été donnée. Maintenant, il est trop tard, les indices sont quasi inexistants, il n'y a aucune trace d'effraction visible, pas de mobile, pas de suspect, et au bout de quelques semaines, l'affaire Rebecca Spencer rejoint la pile des cold cases du département de police de Warwick. L'affaire finit par disparaître des journaux locaux, Buttonwoods retrouve son calme et Craig continue de vivre à 2 maisons de la scène de crime sans que personne ne le soupçonne. 2 ans passent. Craig Price a maintenant 15 ans, il a redoublé sa première année de lycée à cause de ses résultats scolaires et il n'a plus le droit de jouer dans l'équipe de football. En plus de ça, il est en probation pour avoir agressé sa propre sœur. La rentrée scolaire est toute proche, mais avant la rentrée, il y a le Labor Day, la fête du travail américaine. Le premier lundi de septembre aux États-Unis, c'est un jour férié et beaucoup de familles ou amis profitent de ce week-end de 3 jours pour passer du temps ensemble autour d'un barbecue une dernière fois avant que les cours reprennent. Au 92 Metropolitan Drive, une rue parallèle à Inez Avenue, à quelques centaines de mètres de chez les Price, Joanne Eaton, 39 ans, fait les courses avec sa mère Marie Bouchard pour remplir le frigo avant ce long week-end. Elle achète entre autres un nouveau bloc de couteaux de cuisine, ignorant que dans la nuit du 1er septembre, Craig va utiliser ces mêmes couteaux pour les tuer, elle et ses 2 filles. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1989, Craig, qui a fumé de la marijuana et pris du LSD avec ses potes dans la soirée, sort de chez lui, traverse la cour, longe la rue et se dirige vers le 92 Metropolitan Drive. Il remarque que la fenêtre de la salle de bain est ouverte et avant de se hisser à l'intérieur, il prend soin de retirer ses chaussures, puis il atterrit dans l'obscurité la plus totale et même s'il n'est jamais allé chez les Eaton, il se déplace sans hésiter parce que toutes les maisons de Buttonwoods ont la même disposition. Il commence par se rendre dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur, se sert un verre de jus d'orange et alors qu'il est en train de boire tranquillement, debout dans la cuisine des Eaton en plein milieu de la nuit, Joanne Eaton arrive. La mère de 39 ans a probablement entendu du bruit et elle s'est levée pour voir de quoi il s'agit. Mais quand elle voit Craig dans sa cuisine, sa réaction est étrange, elle ne crie pas, elle ne le confronte pas, elle fait presque comme si elle ne l'avait pas vu, elle fait demi-tour et elle repart vers le salon. C'est à ce moment-là qu'elle commence à courir. Ce qui se passe dans les secondes qui suivent, c'est Craig lui-même qui le raconte aux enquêteurs 16 jours plus tard, avec un calme qui va choquer tous les policiers présents dans la salle. Yeah. And then things just got hectic after that. What did she say to you when she saw you, Craig? She didn't say anything.
She was just like trying to, like, as soon as she seen me, like run the other way, break the other way. Okay. And I grabbed her. What happened then? So I was just like trying to kill her. Après avoir saisi le bloc de couteaux que Joanne a acheté le jour même en faisant les courses avec sa mère, Craig la rattrape et la plaque au sol, sort un des couteaux de l'étui et il commence à la frapper, mais sous la violence de l'attaque et des coups, le manche du couteau se brise. C'est à ce moment-là que Joanne se met à crier à ses filles qui sont en train de dormir d'appeler les secours. I don't know, she said, get to the phone, get to the phone. She was just saying that, get to the phone. She didn't say the name, but she said, Did you remember one of the girls trying to get to the phone? no, she was just standing against the side of the wall. Parce que, réveillées par le vacarme, Jennifer, 10 ans, et Melissa, 8 ans, se tiennent maintenant dans la cuisine, pétrifiées par la peur, pendant que leur mère se fait poignarder devant elle. Joanne Eaton reçoit 57 coups de couteau ce soir-là. Pendant que leur mère se fait attaquer, les filles hurlent. Elles hurlent tellement fort que Craig commence à paniquer, pas à cause de ce qu'il est en train de faire, mais à cause du bruit. I was running back to the window, back and forth to see if the police were coming or something like that. Craig court vérifier par la fenêtre si quelqu'un a entendu, si la police est en route, et c'est pour les faire taire qu'il s'en prend aux filles aussi. Jennifer reçoit 62 coups de couteau. La violence est telle que la lame d'un des couteaux se brise là aussi. Melissa reçoit quant à elle une trentaine de coups de couteau, plus des coups à la tête avec un objet contondant. Au total, Craig utilisera 6 couteaux dans la nuit, parce qu'ils se brisent les uns après les autres et qu'aucun ne résiste à la force des coups. Et puis, le silence revient dans la maison. Craig prend une serviette dans la salle de bain, ramasse les couteaux brisés, les met dans un sac poubelle qu'il a trouvé sur place, et avant de partir, il recouvre le corps de Joanne avec une couverture et celui des filles avec un tapis, parce qu'il n'arrive pas à supporter la vue de ce qu'il vient de faire. Et en manipulant les lames pour les mettre dans le sac, Craig se coupe accidentellement le doigt à travers les gants qu'il avait enfilés en arrivant dans la maison. Un détail qui peut sembler complètement insignifiant à ce stade, mais vous allez voir qu'il ne l'est pas du tout. Craig Price rentre ensuite chez lui, il prend une douche, cache le sac et ses vêtements ensanglantés dans un abri derrière la maison, et il va se coucher. Pendant ce temps, Marie Bouchard n'a pas eu de nouvelles de sa fille Joanne depuis qu'elles ont fait les courses ensemble le vendredi, alors qu'elles devaient se retrouver pendant le week-end pour manger en famille. Marie appelle le samedi, personne ne décroche. Elle rappelle le dimanche, pareil, et le lundi du Labor Day, le matin, toujours rien. Ça ne ressemble pas du tout à Joanne. Les Eaton sont une famille soudée et Joanne parle à sa mère quasiment tous les jours. Alors, le lundi 4 septembre au matin, Marie demande à son autre fille, Mary Lou, de l'accompagner au 92 Metropolitan Drive. En arrivant, les deux femmes constatent que la voiture de Joanne est garée dans l'allée, ce qui veut dire qu'elle n'est pas partie quelque part. Elle frappe à la porte, mais personne ne répond. Elles finissent par décider d'entrer, et c'est l'odeur qui les frappe en premier. Une odeur âcre et lourde qui remplit toute la maison. Et puis, elles voient les traces de sang sur les murs, et quelques pas plus loin, elle découvre les corps. Joanne gît sous un drap imbibé de sang dans le couloir, Jennifer est étendue près de sa mère et Melissa est, elle, sur le sol de la cuisine. La police arrive dans les minutes qui suivent l'appel de Marie Bouchard et même les enquêteurs les plus expérimentés de Warwick sont choqués par ce qu'ils découvrent à l'intérieur de la maison. La sauvagerie des blessures, le nombre de coups portés, le sang qui recouvre les murs, le sol et les meubles, personne n'a jamais vu ça dans cette petite ville de Rhode Island. Et surtout, personne ne comprend comment une mère et ses deux filles ont pu être assassinées dans leur propre maison un vendredi soir dans un quartier résidentiel où tout le monde se connaît, sans que personne ne remarque quoi que ce soit pendant 3 jours. Alors, le quartier de Buttonwoods rebascule dans la peur. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'une famille est massacrée au couteau dans ces mêmes rues, et cette fois-ci c'est encore pire, il y a 3 victimes, dont 2 enfants. Les voisins achètent des verrous supplémentaires, vérifient leurs fenêtres tous les soirs. La présence policière dans le quartier est massive et tout le monde se pose la même question. Est-ce que c'est le même tueur que pour Rebecca Spencer ? Et surtout, est-ce qu'il va recommencer ? Une enquête sensible démarre, mais pendant 13 jours, malgré les patrouilles, malgré les interrogatoires de tous les voisins, la police n'a aucun suspect. Et puis, le 5 septembre, 2 détectives croisent par hasard un adolescent dans un parc près de Buttonwoods, un adolescent qui a un bandage à la main. Les détectives Ray Pendergast et Mark Brandreth patrouillent dans un parc près de Buttonwoods quand Ray aperçoit un visage qu'il connaît, Craig Price.
Le policier l'a entraîné au basket quelques années en arrière, il sait où il habite, il sait que c'est un gamin du quartier, et il sait aussi que ce gamin a un casier juvénile pour cambriolage. Les détectives s'approchent pour discuter comme ça, de manière informelle, juste 2 flics qui parlent à un ado du coin le lendemain de la découverte de 3 corps à quelques rues de chez lui, et Craig se montre vraiment concerné. Il dit entre autres qu'il a vu les corps être évacués de la maison, que c'est vraiment terrible ce qui est arrivé et que ça l'a profondément choqué. Et puis, Ray et Mark remarquent le fameux bandage qui enveloppe sa main droite. Quand il demande ce qui s'est passé, Craig explique qu'il a bu quelques jours plus tôt, qu'il a mis un coup de poing dans la vitre d'une voiture sur Keeley Avenue et que, ce faisant, il s'est coupé. Ce qui veut dire qu'il avoue spontanément un délit mineur, vandalisme sur un véhicule, pour justifier une blessure obtenue lors d'un meurtre. Un choix plutôt intéressant et stratégique pour un gamin de 15 ans. Les détectives le laissent alors partir, mais pour eux, quelque chose ne colle pas. Ils décident de se rendre sur Keeley Avenue pour vérifier s'ils trouvent un véhicule avec la vitre brisée, un témoin qui pourrait corroborer les faits, ou même juste des morceaux de verre quelque part sur le sol, mais il n'y a rien de tout ça. Alors, ils rentrent au département de police pour vérifier s'il y a eu un rapport quelconque pour une vitre brisée dans les parages dans les semaines précédentes, mais là non plus, rien. L'histoire de Craig ne tient pas, Ray et Mark le savent, mais à ce stade, ils n'ont que ça, une intuition et un mensonge invérifiable. En parallèle, la police de Warwick fait appel au FBI. L'agent Greg McCrary, profileur à Quantico, est envoyé sur place et après avoir examiné les 2 dossiers, Spencer en 1987 et Layton en 1989, il établit un lien formel entre les 2 affaires. Le mode opératoire est identique, intrusion dans une maison du même quartier, pas de traces d'effraction, couteau pris sur place dans la cuisine de la victime et violence excessive. Il en conclut que le tueur est probablement quelqu'un du voisinage, quelqu'un qui connaît les lieux et quelqu'un qui a probablement été blessé à la main pendant l'attaque parce que la violence des coups rend ce type de blessure quasi inévitable quand on poignarde autant de fois avec des couteaux de cuisine dont les manches finissent par casser. En parallèle, le docteur Henry Lee, un des plus grands experts en analyse de scènes de crime des États-Unis, examine la maison des Eaton. Il relève des traînées de sang qui ne correspondent pas au sang des victimes et une empreinte de chaussettes ensanglantées dans le couloir. Taille 47. Devant ces nouveaux éléments, les détectives Ray Pendergast et Mark Brandreth font le lien et ils convoquent Craig pour un interrogatoire un peu plus formel en présence de ses parents. Il maintient sa version pour la blessure à la main, alors les enquêteurs lui proposent de passer un test polygraphique et il accepte, mais le résultat ne joue pas du tout en sa faveur. Il indique un mensonge sur la question de la blessure. Comme vous le savez, le polygraphe n'est pas recevable comme preuve devant un tribunal, mais pour les détectives, c'est un signal de plus qui confirme ce qu'ils soupçonnent depuis qu'ils l'ont vu dans le parc. Les amis de Craig sont interrogés, plusieurs confirment qu'il fait partie d'un groupe de jeunes qui cambriolent les maisons du quartier, et l'un d'eux rapporte que Craig s'est vanté d'avoir tué Rebecca Spencer. Ce témoignage suffit pour obtenir un mandat de perquisition. Dans la nuit du 16 septembre 1989, le FBI et la police de Warwick mettent la maison des Price sous surveillance, et aux premières heures du 17 septembre, les détectives Kevin Collins, Ken Anderson et Tim Colgan se présentent au 76 Inez Avenue avec le mandat de perquisition. C'est le père de Craig, John Price, qui ouvre la porte et il tombe des nues. Il ne comprend pas pourquoi les policiers sont chez lui. Toute la famille est réveillée et est rassemblée dans le salon. Les parents sont visiblement en état de choc. Et Craig, me demandez-vous ? Eh ben Craig, lui, il se rendort sur le canapé pendant que les policiers fouillent sa maison. Au calme. Dans un abri derrière la maison, les enquêteurs trouvent un sac poubelle et à l'intérieur de ce sac, des couteaux ensanglantés, des vêtements tachés de sang et une paire de gants. Les couteaux sont immédiatement identifiés, ils viennent de la cuisine des Eaton. Craig Price est alors arrêté et conduit au poste avec ses parents pour y être entendu. He gave you the impression when he was talking, and even in the police car on the way to headquarters, that he was acting like he got caught with his hand in a cookie jar and he was being sent to his room for punishment. Ce qu'il va raconter dans les heures qui suivent au 2e étage du département de police de Warwick sera enregistré sur une cassette audio par les détectives. Cette cassette va disparaître pendant 30 ans et personne en dehors des enquêteurs et des procureurs ne saura ce qu'elle contient, jusqu'au jour où une copie arrive anonymement dans la boîte aux lettres d'un journaliste d'investigation de la chaîne WPRI à Providence. Et quand ce journaliste appuie sur play, quand il entend la voix de Craig Price décrire ce qu'il a fait cette nuit-là
sur le même ton qu'on utiliserait pour raconter sa journée de cours. Il comprend pourquoi les détectives qui étaient dans cette pièce en 1989 n'ont jamais oublié cet interrogatoire. If you give up the right to remain silent, anything you say can and will be used against you in a court of law. If you do talk to us, you can stop at any time. Do you understand those rights, Craig? Craig, I want you in your own words at this time to tell me as clearly and as best you can what occurred there. Dans cette salle d'interrogatoire, il y a 5 personnes. Les détectives Tim Colgan et Kevin Collin, Craig, sa mère et son père. John Price a le visage fermé, il ne dit pas un mot. Shirley sanglote depuis qu'ils sont arrivés au poste. Et Craig, lui, il est on ne peut plus calme. Il commence à parler. Il reprend l'histoire depuis le début, la fenêtre, les chaussures, le jus d'orange, et il prétend qu'il était là pour voler un magnétoscope, mais que les choses ont dérapé. She bit me. You can see the mark right there. She bit me then, I bit her back. Et en racontant ça, il montre sa main, comme s'il montrait une égratignure récoltée pendant un match de foot. What happened then? So then I was like, oh, what the hell? I ran to like the kitchen. On top of the refrigerator was a knife. And I just killed them. Il raconte froidement le déroulement de la soirée, dans ses moindres détails, et soudain, au milieu de la description du quadruple meurtre, Craig s'interrompt pour donner un conseil aux enquêteurs. Vous devriez vérifier les poignées du frigo aussi. C'est juste lunaire. Il est en train de décrire la nuit où il a tué une mère et ses 2 filles, et sa seule préoccupation à ce stade de l'interrogatoire, c'est de s'assurer que la police a bien relevé ses empreintes sur le frigo. L'interrogatoire reprend, et quand Craig raconte que les manches des couteaux se cassaient sous la violence des coups, le détective lui demande combien il en a utilisé. You can remember, how many knives did you use? I don't know, a lot. About six, I think, maybe. On entend bien son ton détaché, comme s'il n'éprouvait aucun remords, aucune émotion. Des années plus tard, le détective Anderson, qui n'était pas dans la pièce mais qui observait depuis la vitre sans teint, se souvient. And he's talking like he killed these people like it was nothing. I mean, like absolutely nothing. It's incredible. En revanche, ce que ces extraits audio ne peuvent pas montrer, c'est la réaction de ses parents en entendant leur fils. Le père de Craig a quitté la pièce, ce que son fils vient de décrire est tellement ignoble, tellement insoutenable, que John Price est allé aux toilettes pour vomir. Il ne reviendra jamais dans la salle d'interrogatoire. Shirley, elle, reste, mais elle ne dit plus rien, elle pleure et l'interrogatoire se poursuit. Les détectives demandent à Craig comment il s'est blessé à la main, cette fameuse coupure qui a permis aux détectives de remonter jusque lui, et il hausse les épaules. How did you hurt your hand? When I was stabbing, I guess I got careless or something. Like, and I stabbed my own finger. Okay. L'interrogatoire se poursuit et ils essayent de comprendre pourquoi il a recouvert les corps avant de partir. Okay, you covered the mother. Do you remember what you covered the other children with? The rug. The rug. Okay. All right. Why did you cover him? Because I didn't want to look at that. I didn't want to look at that. Je ne voulais pas regarder ça. Les détectives qui sont dans cette pièce ne savent pas comment interpréter cette phrase. Est-ce que c'est du remords? Est-ce que c'est du dégoût? Ou est-ce que c'est juste un réflexe pratique? Ce qui est certain, c'est qu'après avoir recouvert les corps, il n'est pas parti en catastrophe, loin de là. Il est allé chercher des serviettes dans la salle de bain pour tenter de nettoyer la scène de crime, puis il a tenté de dissimuler les serviettes ainsi que les armes du crime. Then what did you do? Grabbed all the knives and anything Okay. that I could see and then put them in a towel, then in the bag. Did you get the towel in the bag from inside the house? Yeah, in the bathroom. Okay. And then I just put everything in a bag. I even got the garbage bag out of the bathroom. When you found that bag, did you find all Dixie cups and everything in it? I think they did. Yeah, that was from their house. Les Dixie Cups, c'est des gobelets en plastique et là encore, comme pour le frigo, c'est comme si Craig essayait d'aider les enquêteurs à faire leur boulot. Il est en train de confesser 4 meurtres et il vérifie que les flics ont bien collecté toutes les preuves correctement. Le calme et le sang-froid dont il fait preuve sont effrayants. D'ailleurs, le détective Anderson dira plus tard que, selon lui, l'intention initiale n'a jamais été le vol de quoi que ce soit. I think he was there to kill. We truly believe, a lot of us truly believe, that he was a peeping Tom, loved to look in people's
windows. Quoi qu'il en soit, dans cette salle d'interrogatoire, après les aveux détaillés de Craig pour les meurtres de la famille Eaton, les détectives se disent qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud et ils en profitent pour lui demander, sans détour, s'il a aussi tué Rebecca Spencer 2 ans plus tôt. Mais à leur grande surprise, il prétend être content de s'être fait prendre pour le meurtre des Eaton, mais il nie le premier meurtre. Glad I got caught for it. Are you? Did you hurt Becky Spencer? Would you want to be caught for that? Yeah, if I did, but I didn't. You'll see when you eat your results back. La réalité, c'est que Craig sait pertinemment que les preuves contre lui pour les Eaton sont accablantes et que nier ne sert à rien, mais il est malin, il sait également que pour l'affaire Spencer, ils n'ont absolument rien. Malgré tout, quelques heures plus tard, un autre enquêteur, le sergent détective David Hornoff, qui travaillait sur l'affaire Spencer, reprend l'interrogatoire et cette fois Craig change d'avis, il confesse le meurtre de Rebecca Spencer aussi. Mais son aveu est certainement calculé, il est mineur et il sait qu'en avouant le meurtre de Rebecca maintenant, à 15 ans, tous ses crimes seront couverts par la juridiction pour mineurs. Alors que s'il attend et que les policiers trouvent suffisamment d'éléments pour l'inculper plus tard, il risque des sanctions beaucoup plus lourdes. Quoi qu'il en soit, le soir même, les détectives Colgan, Collins et quelques autres enquêteurs se retrouvent au FOP Lodge pour fêter la résolution de l'enquête. Jeffrey Pine, le procureur adjoint de Rhode Island qui a supervisé l'arrestation, les rejoint et, alors que les policiers trinquent et savourent cette victoire, Jeffrey Pine pose sa bière et il leur dit calmement « Les gars, vous savez qu'ils peuvent pas le garder après ses 21 ans, pas vrai ?» Collins manque de s'étouffer. Alors, Jeffrey Pine leur explique. À Rhode Island, la loi ne prévoit aucun mécanisme pour juger un mineur comme un adulte, aucun, et ce, quel que soit le crime. Alors, même si Craig Price a confessé 4 meurtres, la peine maximale que le système peut lui infliger, c'est 5 ans dans un centre correctionnel pour mineurs, jusqu'à son 21e anniversaire, le 11 octobre 1994. Après ça, casier scellé, dossier effacé, et Craig Price redeviendra un citoyen ordinaire, comme si rien ne s'était jamais passé. D'ailleurs, Craig le sait pertinemment parce que le jour de son audience au tribunal, alors qu'on l'emmène menotté vers le fourgon, il crie à la foule « Quand je sortirai dans 5 ans, je me fumerai un gros joint ». Il fanfaronne et il dit même qu'il va marquer l'histoire en sortant libre malgré ce qu'il a fait. Mais le détective Collins n'a pas l'intention de rester les bras croisés à rien faire et il prend une décision. Il ne laissera jamais Craig Price sortir libre. Jamais. L'État de Rhode Island a 5 ans pour trouver une solution. Le 21 septembre 1989, 4 jours après sa confession, Craig Price comparaît devant le juge Carmine Di Petrillo au tribunal pour mineurs de Rhode Island. Il admet les faits. Le juge note dans son jugement que Craig a fait preuve, je cite, d'une furie meurtrière hors du commun dans la manière de tuer ses victimes et il le condamne à la peine maximale prévue par le droit de Rhode Island pour un mineur, internement au centre correctionnel pour jeunes de la Rhode Island Training School, elle de haute sécurité, jusqu'à son 21e anniversaire, comme l'avait annoncé Jeffrey Pine. En 1989, à Rhode Island, un gamin qui vole un vélo et un gamin qui massacre 4 personnes à coups de couteau passent devant le même juge, dans la même salle, avec le même plafond de peine. Magnifique, non ? La réaction est immédiate. En quelques semaines seulement, l'Assemblée générale de Rhode Island vote une nouvelle loi qui permet de juger les mineurs comme des adultes pour les crimes les plus graves. Le projet de loi avait échoué 2 fois auparavant, mais cette fois-ci, il passe sans la moindre difficulté. Le problème, c'est que la clause ex post facto de la Constitution américaine interdit d'appliquer une loi pénale rétroactivement, ce qui veut dire que cette nouvelle loi s'applique à tous les futurs Craig Price, mais pas à Craig Price lui-même. Sauf que, comme je vous l'ai dit plus tôt, Kevin Collins, le détective qui était dans la salle d'interrogatoire le jour de la confession, refuse l'idée même que Craig soit un jour libéré. Alors, il contacte Jeffrey Pine, qui entre-temps est devenu procureur général de Rhode Island, et ensemble avec Mary Bouchard, la mère de Joan Eaton, ils fondent un groupe de pression, Citizens Opposed to the Release of Craig Price, aussi appelé CORP. Et ce que CORP fait dans les années qui suivent est sans précédent. Ils organisent des rassemblements devant la mairie de Warwick, ils lancent des collectes de fonds, ils passent sur Larry King Live dans le Time, dans Newsweek, et ils vont jusqu'à affréter des avions publicitaires qui survolent les grandes villes américaines avec des banderoles qui disent « Le tueur Craig Price arrive dans votre ville, méfiez-vous ».
Le gouverneur de Rhode Island, Bruce Sandlin, déclare lui-même publiquement, je cite, « Tout le monde au sein du gouvernement veut neutraliser Craig Price et le garder derrière les barreaux. » Et le président Bill Clinton en personne, lors d'une visite à Providence, prend position en faveur d'un changement de la loi sur les mineurs. Mais en face, il y a l'avocat Robert Mann, qui représente Craig et qui accuse notamment le procureur de tordre la loi pour maintenir son client enfermé, ainsi que l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, qui résume le malaise en une phrase: la pression qui est exercée pour le garder en prison est la même pression qui condamne les innocents à la prison et à la peine de mort. Et d'une certaine manière, c'est ça qui rend cette affaire si inconfortable. Tout le monde veut que Craig reste enfermé, mais le système n'a pas été conçu pour ça, et les outils qu'on invente pour le garder derrière les barreaux sont les mêmes outils que n'importe qui pourrait un jour subir, peut-être alors qu'ils sont innocents. En attendant, le compte à rebours tourne. Nous sommes début octobre 1994 et le 11 octobre, Craig Price fêtera ses 21 ans et il devrait être libéré parce que personne n'a pu trouver comment le garder enfermé. Et c'est là que Craig leur donne exactement ce dont ils avaient besoin. Peu de temps avant sa libération, il menace de tuer un gardien, alors il est inculpé et jugé, cette fois comme un adulte. 4 jours avant son 21e anniversaire, il est condamné à 15 années de prison, dont 7 fermes. La nouvelle est telle que les chaînes de télévision de Rhode Island interrompent tous leurs programmes pour annoncer le verdict en direct. En parallèle, depuis sa condamnation initiale, le tribunal ordonne à Craig de se soumettre à une évaluation psychiatrique et Craig refuse. En fait, c'est ses avocats qui lui ont conseillé de refuser par peur que les résultats soient utilisés pour alourdir sa peine et Craig les écoute. Il refuse, année après année, pendant 5 ans. En 1997, le procureur J. Patrick Youngs se présente devant le juge et il résume ses 5 ans de bras de fer en une phrase. Pendant 5 ans, Craig Price a dit « Allez vous faire foutre ». Le juge semble assez d'accord et il condamne Craig à 25 ans pour outrage criminel avec une peine ferme de 10 ans et 15 ans de sursis et de probation. Pour la première fois en audience publique, Craig Price prend la parole et il dit qu'il est conscient de ce qu'il a fait et qu'il voudrait avoir une chance de se racheter, qu'il fait des efforts, mais personne dans la salle ne semble le croire et il va rapidement donner raison à ses détracteurs et à ceux qui pensent qu'il n'y a aucun moyen de réhabiliter quelqu'un comme lui. En 2004, il est transféré en Floride à sa propre demande parce que, selon lui, sa notoriété à Rhode Island rend sa détention ingérable. Mais la Floride ne change pas grand-chose. Hi, Patrice. Well, we've learned Price recently spit on a prison guard, and officers claim he made death threats, bringing us up to the vicious murders he confessed to years ago. It's all spelled out in this report that the I-Team recently discovered, and you can bet Rhode Island prosecutors were watching. I'm going to kill every officer I can get my hands on, just like I killed those little kids. En tout, Craig accumule plus de 40 rapports d'incidents, bagarres avec des détenus et agressions de gardiens, pour ne citer que cela. Le détective Kenneth Anderson, celui qui était de l'autre côté de la vitre sans teint pendant sa confession, décrit Craig Price ainsi. He's a violent person. He's never going to go away. That's in his DNA. He's never going to change. Et puis, le 4 avril 2017, 30 ans après le meurtre de Rebecca Spencer, Craig Price entre dans la cellule d'un codétenu nommé Joshua Davis à la Suwannee Correctional Institution et il le poignarde avec un couteau artisanal. La scène est filmée par les caméras de surveillance de la prison. Joshua Davis s'enfuit, Craig le rattrape, le plaque au sol et continue de le poignarder. Il faudra 2 gardiens et 2 détenus pour réussir à le maîtriser. Davis survit et Craig est de nouveau jugé en 2019. Il plaide coupable de tentative de meurtre au premier degré et il est condamné à 25 ans ferme en Floride. Au plus tôt, il sera libérable aux alentours de 2040, mais à sa sortie, 10 ans de probation l'attendront et la moindre infraction pendant cette période le renverra en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais au final, ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que Craig Price n'a jamais été jugé pour aucun des meurtres qu'il a commis. S'il est encore en prison aujourd'hui, c'est pour avoir menacé un gardien, pour avoir refusé une évaluation psychiatrique et pour avoir poignardé un codétenu 30 ans plus tard. Pas pour Buttonwoods, pas pour les 4 personnes qu'il a tuées entre ses 13 et ses 15 ans. Selon la loi de 1989, on aurait dû le libérer à ses 21 ans, casier scellé, comme si rien ne s'était jamais passé. Sauf que Craig Price a donné au système exactement ce dont il avait besoin pour le garder enfermé. À chaque fois qu'une date de libération approchait, c'est Craig lui-même qui fournissait la raison de rester en prison. Tant mieux, vous allez me dire. D'autant plus que le profileur du FBI qui a travaillé sur l'affaire a été catégorique.
Craig Price est un prédateur sans la moindre empathie ni le moindre remords, qui aurait très probablement tué de nouveau, et le comportement de l'intéressé en prison semble lui donner plutôt raison. En fait, c'est peut-être ça le plus flippant dans cette affaire. On peut débattre pendant des heures sur les failles du système judiciaire, sur le fait de juger un gamin de 13 ans comme un adulte ou non, sur le fait que la loi de Rhode Island en 1989 n'était pas pensée pour gérer un cas pareil. Mais au bout du compte, il reste quand même une question à laquelle personne n'a répondu. Si Craig Price s'était tenu tranquille, s'il n'avait menacé personne, s'il n'avait agressé personne en prison, est-ce que le système aurait trouvé un moyen de le garder quand même, ou est-ce qu'on l'aurait laissé sortir? Et s'il était sorti et qu'il avait récidivé, qui est-ce qui aurait été responsable? Je suis très curieux de lire vos avis en commentaire. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cet épisode. Ne soyez pas la prochaine Micheline. Cliquez sur le lien en description. 2,03€ par mois, c'est le prix d'un café. Un café qui pourrait vous éviter bien des problèmes. Petit rappel très rapide avant de vous quitter, il y a un easter egg caché quelque part dans cette vidéo. Si vous le trouvez, marquez le timecode suivi de ce que vous avez vu dans votre commentaire. Et quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut!